Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique, donc bienvenue sur cette émission littéraire. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui pour ma publication, pardonnez-moi. Mais c'est vrai que je suis lancée dans une trilogie, dans une superbe aventure. Je vous avais déjà parlé du premier opus, donc vous pouvez revenir en avant sur les émissions si vous voulez découvrir. Si vous arrivez seulement maintenant et que vous n'avez pas écouté l'émission sur le premier opus de cette formidable trilogie qui s'appelle Gardria. Aujourd'hui, je parle du tome 2 qui s'intitule Au zénith de la confrontation. Le résumé de l'auteur est très précis et du coup, j'ai pas voulu revenir sur l'histoire. Le quatrième de couverture explique que le mystère qui unit la démone Lilith et l'ange Gabriel est levé. Pour autant, les explications soulèvent beaucoup plus de difficultés que prévu, parce qu'en fait, le prince a les yeux sur son royaume, Sir-Garak, et malheureusement sa longue absence, couplée à l'annonce de sa mort aux enfers, a relancé évidemment toutes les velléités des autres seigneurs sur ces terres. Donc même la déesse Asmodée tend à désigner un successeur au trône, alors en la personne d'un nouveau personnage qu'on n'avait pas dans le premier, qui est Shaitana, et le temps est compté. Lilith doit retourner dans son royaume sans attendre. Et c'est vrai que cette réaction ne peut pas s'opposer à celle de Gabriel, qui est toujours plongé dans un profond mutisme dès lors que les cieux sont évoqués. Donc c'est vrai qu'elle est... je parlerai après de ce personnage, mais pourtant, les plus hautes sphères du pouvoir angélique ont eu vent de sa survie, sans qu'aucune action n'ait été menée. Alors que les fantômes du passé viennent tourmenter la démone et influencent d'ailleurs dangereusement le présent, les deux comparses vont tenter de briser ce lien qui les entrave. Donc on se demande si elles y parviendront, si elles vont surmonter les noirs desseins des seigneurs. Qu'est-ce qui va se passer à Elitista et quel lien Azraël entretient-il réellement avec la fondatrice? Donc ça, c'est les informations de la quatrième de couverture. Et c'est vrai que c'est pour ça que je reviens pas sur l'histoire. Je trouve que ce résumé en dit déjà beaucoup. Moi, je préfère partager mon impression de lecture sur cet univers fabuleux, parce que le premier tome, je l'avais trouvé écrit avec un humour vraiment décalé. C'était Anges et démons. Donc évidemment, dans le tome 1, elles sont liées par un sort qui a été jeté, qui devait normalement tuer l'une des deux, et qui finalement les a soudées. C'est-à-dire que si l'une meurt, l'autre aussi. Donc elles sont quand même bien enquiquinées. Et dans le premier opus, elles cherchent une solution pour chacune retourner à ses activités. Et le sujet est développé avec beaucoup d'humour. Donc c'était vraiment déjà un premier tome que j'avais énormément apprécié. J'ai décidé de suivre la trilogie. Dans ce deuxième opus, Anges et démons vont dévoiler la profondeur de leurs sentiments avec un voile de romance qui était
si c'était relativement inattendu quand même. C'était pas dans le thème au départ. La psychologie, les personnages sont assez nombreux et j'ai trouvé que la psychologie des personnages était un bel exercice de style développé par la romancière, parce que son imaginaire à elle, donc à travers cet exercice de style, elle a réussi à me transporter bien au-delà de ce... Ouais, on va pouvoir dire que c'est du médiéval fantastique que j'avais découvert dans le premier opus, mais au moment où j'enregistre cette émission, je vous avoue que je viens de terminer le deuxième opus, dont la fin c'est vraiment le rebondissement, il y a plein de rebondissements dedans. Ce ne sont que des surprises et des... Ouais, tout est inattendu, mais en tout cas, là, j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans le dernier tome. C'est vrai que l'auteur nous invite dans son univers autant par l'écriture que par les cartes qui sont données à l'intérieur. Et encore cette fois, comme je l'avais dit pour le premier, c'est vrai que c'est avec un grand regret que je l'ai en lecture numérique. Bon ben, je les ai, voilà, mais c'est pour moi, ça fait partie des romans qui méritent d'être dans une bibliothèque dans leur version papier. Alors, je vais pas vous surprendre, tout univers, même imaginaire, est toujours menacé par des guerres, des complots, des jalousies, des tromperies. Et Gardria n'y échappe pas, évidemment. Par contre, la démone Lilith, elle est le personnage vraiment principal de ce volume, et elle est plus attachante que jamais. C'est vrai que l'auteur m'a offert un voyage dans le temps, et dans le royaume de Lilith. Son royaume, c'est Sir-Garak, et c'est vrai qu'on fait des allers-retours entre le présent et le passé. Donc comme effectivement l'expose bien le résumé de l'auteur, Lilith explore. C'est un sort, en fin de compte, c'est un sort qui la touche, mais ce sort, ça va la pousser à faire une espèce de psychanalyse d'elle-même. C'est assez impressionnant. Gardria, sérieusement, n'est pas du tout un conte de fées où on va distinguer aisément les bons et les mauvais. C'est pas du tout, ça va bien au-delà de ça. D'ailleurs, c'est quand même précisé que c'est une lecture pour adultes. Il y a des scènes qui sont assez, qui sont érotiques. Elles sont pas, moi je les trouve pas choquantes, mais l'avertissement y est, donc je le donne. Mais je trouve que l'auteur maîtrise l'art du dialogue et des joutes verbales entre ces différents protagonistes. Et en tant que lectrice, j'y ai découvert aussi qu'entre la pensée des personnages qui est exposée et leurs paroles dans ces fameux dialogues, il y a souvent un conflit interne. Et j'ai été touchée par la thématique de la confiance, parce qu'elle revient énormément, au travers des fantômes du passé, justement, de Lilith, et de ce qu'elle découvre, de ce qu'elle réalise, au travers de ce que moi j'estime être une auto-analyse. On mettrait bien Lilith sur le fauteuil de Freud, et le sort qui lui est jeté l'a fait revenir sur ce qui s'est passé, et je vous laisse le découvrir, mais vous allez voir que c'est un personnage qui est de plus en plus attachant, et que elle est démone, c'est le prince des enfers, mais elle n'échappe pas à la nostalgie. On la sent
terriblement sensible finalement. C'est un personnage, enfin, je vais essayer de pas spoiler, mais c'est un personnage qui... moi, je la vois comme une femme fatale, mais c'est un personnage qui est complexe et qui a de multiples facettes. Voilà. Je crois que, personnellement, j'y ai retrouvé une partie de moi-même parce que elle encaisse quand même pas mal de révélations et je pense que on est tous un peu, on peut tous, enfin, sur toutes, je vais dire, se retrouver dans ce personnage très très féminin qui revient sur l'amour, donc sur la confiance, sur ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Alors quant à Gabrielle, qui est l'ange fondatrice, je reste très mitigée quant à sa supposée stupidité, parce que je sais pas, alors peut-être que je vais la découvrir après, mais je pense pas qu'elle soit si demeurée qu'elle veut le faire croire. En fait, les anges sont tout aussi complotistes et relativement hypocrites, autant dans le combat qu'en amour. Et je pense que cet ange, la fondatrice mérite d'être mieux connue. Alors, on en reparlera peut-être après que j'ai lu le prochain opus. Mais c'est vrai que... D'ailleurs, elle est assez effacée de ce volume. Elle est là, elle est présente. Quand elle est présente, elle est... franchement, moi, enfin, de mon point de vue, elle est détestable. Après, c'est mon ressenti lecture. Je la trouve vraiment odieuse. Voilà. Même dans sa façon d'utiliser sa magie, son pouvoir, la question est posée, quel lien Azraël entretient-il réellement avec elle? Alors j'ai pas la réponse à cette question, mais n'empêche que Azraël est quand même l'ange de la séduction. C'est avec dont la magie, dont le pouvoir est destructeur. Et cette magie est tout aussi surprenante parce que habituellement dans les romans fantasy, la magie, elle est là, elle est illimitée. Et ben dans Gardria, vous allez être surpris parce que l'auteur nous donne à réfléchir justement sur l'usage de ce pouvoir, l'usage de la parcimonie. Le pouvoir, je ne donnerai pas le nom pour pas spoiler parce que vous allez être surpris, mais ils font appel à leur pouvoir magique, mais c'est pas une connexion ADSL. Chaque acte demande quand même une réflexion sur l'utilisation, sur la capacité réelle. Ce pouvoir est à utiliser avec stratégie et réflexion parce que il est variable, donc il peut s'épuiser, se recharger. Et sous cette aventure qui est vraiment fabuleuse, bien entendu, parce que c'est vrai que c'est avant tout une saga détonnante, mais n'empêche que sous cette aventure qui nous transporte loin de notre monde, les thématiques m'ont interpellée personnellement, parce que j'y ai trouvé de nombreuses pistes de réflexion sur la nature des relations, des interrelations entre eux qu'on peut avoir, que ce soit dans un roman ou que ce soit dans le monde réel. Je trouve que le personnage de Lilith nous pousse un peu dans nos retranchements. C'est vrai que voilà, que rien n'est jamais parfait et que nos croyances méritent sûrement toujours un nouveau tour d'horizon. Alors évidemment, tout ça, c'est mon ressenti de lecture.
Vous en aurez peut-être un autre. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai vraiment donné le résumé pour que vous soyez dans l'histoire. J'avais pas du tout envie de vous parler de l'histoire, mais plutôt de mon ressenti. Je remercie en tout cas très sincèrement MH Ferrert parce que elle a renouvelé sa confiance et donc je la remercie pour ce service presse. J'ai aussi donc le tome 3 que je vais attaquer tout de suite. Vous pouvez la retrouver sur son site, sur son profil Instagram aussi. Et vous tournez vers la chronique que j'ai faite du premier opus. Et c'est une lecture que je recommande sans hésitation. C'est addictif, la plume, elle est vraiment superbe, c'est détaillé. Il y a l'art du dialogue, il y a l'art de la description, c'est presque cinématographique. Il y a les cartes, mais quelque part, même si elles n'y étaient pas, on pourrait s'imaginer le monde. Donc là, on a celui de l'auteur. Mais au-delà de ça, le vocabulaire, le descriptif est tellement bien mené que qu'on les ressent. Enfin, personnellement, mon imaginaire a très bien ressenti les différentes strates dans les anges, dans les démons, dans le royaume des humains. C'est quelque chose qui est d'une construction vraiment assez... c'est travaillé. C'est travaillé, ou cet auteur a un don particulier, mais en tout cas, c'est vraiment une plume extraordinaire que moi je suivrai. Donc apparemment, elle a entrepris une nouvelle saga. C'est vraiment un auteur à suivre, en auto-édition. Donc voilà, je vais pas en dire plus pour vous laisser le plaisir de cette lecture qui est vraiment... oui, vraiment un bon moment d'évasion. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine!